s'il vous plaît. Renaud Dutreil, bah voilà, au moins alors, vous avez des bonnes raisons de l'applaudir. Prenez un micro, soyez le bienvenu. Bon, on a entendu tout le monde dire surtout ne touchons pas au pacte Dutreil. Voilà, c'est un élément de la sauvegarde de nos entreprises, de la stabilité de notre écosystème en région, justement. Le pacte Dutreil, bon, vous avez suivi les échanges depuis 18h, 18h15. De quoi vous êtes le plus fier, Renaud Dutreil ? Moi, je suis très fier qu'il y ait des Émilie, des Caroline et des Romains. Voilà. C'est-à-dire qu'il y ait dans ces entreprises des gens aussi passionnés que leurs parents ou leurs grands-parents, mais différents, qui vont apporter leur personnalité, leur vision, leur jeunesse à ces organismes qui, ça a été très bien dit, sont des organismes vivants. Et quel est l'organisme vivant qui nous fascine le plus? C'est probablement l'arbre. Et les entreprises familiales sont un peu comme des arbres, elles ont des racines. Et ce sont ces racines qui les tiennent au territoire français. Et quand j'ai mis en œuvre cette réforme dans les années 2000, c'était quand même ça l'idée, c'était de garder les entreprises en France. Pourquoi? Parce que à l'époque où le taux marginal de l'impôt était de 45% pour le patrimoine économique, eh bien la solution, elle était très simple. Je vends mon entreprise pour payer l'impôt. Rares étaient les entreprises qui avaient la capacité à distribuer des dividendes permettant de payer l'impôt. Et rares étaient les familles qui avaient, à côté de leur entreprise, une sorte de trésor de guerre qui leur aurait permis de garder le pouvoir, le contrôle de l'entreprise au moment de ce choc terrible en une fois qui s'appelait l'impôt sur la succession. Donc ma fierté, c'est qu'il y ait en France beaucoup d'entreprises familiales qui continuent l'aventure avec des valeurs qui sont aussi différentes des autres entreprises. Parce qu'une famille, elle apporte sa vision, ses défauts, ses qualités, son originalité. Et dans le monde de la diversité où nous sommes, il faut qu'il y ait cet ADN familial pour accentuer encore la compétitivité et la différenciation des entreprises. Donc voilà, moi j'ai fait ça pour vous, pour qu'il y ait des entreprises, et pour mon pays, parce que voilà, j'avais la conviction que notre pays avait besoin d'entreprises familiales. C'est un outil de souveraineté, ce pacte Dutreil. On le verra d'ailleurs aussi tout à l'heure avec le jeune dirigeant à la tête de MEDER, dans le département du Nord. Décidément, les Nordistes sont bien représentés ce soir. Le pacte Dutreil, extrêmement apprécié, plébiscité même, justement. Pourquoi, d'après vous, le pacte Dutreil, comme ça, il a perduré dans le temps? Vous avez été au gouvernement à une époque et vous savez très bien qu'une loi chasse l'autre, etc., un dispositif chasse l'autre. Et là, on voit le pacte Dutreil depuis plus de 20 ans, qui est là? Alors, combien de temps va-t-il rester? On va en reparler dans un instant, mais pourquoi cette pérennité? Alors, pour une première raison, c'est que pendant 20 ans, il y a eu beaucoup de bon sens autour de ce sujet. 20 ans pendant lesquels il y a eu des alternances politiques. François Hollande avait inscrit dans son programme, avant d'être élu, la suppression des pactes. Et puis, il n'a pas changé le système. Donc, il y a une sorte de consensus droite-gauche. Et les bonnes réformes sont celles qui arrivent à créer ce consensus, parce que c'est un élément de stabilité dans le temps, et on a besoin d'avoir des systèmes fiscaux stables. Un entrepreneur prend des décisions d'autant plus facilement que l'environnement est stable. Donc la fiscalité doit être stable, et pendant 20 ans, elle était stable. Aujourd'hui, nous sommes passés dans un moment extrêmement différent, puisque les pactes font l'objet d'une attaque en règle. Je pense que ça n'est pas suffisamment su. Alors, peut-être peut-on en parler, parce que depuis 3 ans, je suis très inquiet, pour ne rien vous cacher. Alors, des attaques qui viennent d'où? Alors, d'abord, voilà, c'est arrivé, il faut bien avoir ça en tête, des macroéconomistes. Alors, les macroéconomistes s'intéressent aux grands agrégats, et pendant à peu près 30-40 ans, tous les macroéconomistes qui s'intéressaient au sujet de l'égalité ont porté leur attention sur la redistribution des flux. Et ça a donné lieu à toute une série de réformes sur la redistribution des revenus, avec des impôts de plus en plus progressifs, la CSG, etc. Et pour la communauté, on va dire, des économistes, mais aussi une grande partie de la gauche, une grande partie des intellectuels, etc., créer de la justice sociale via l'impôt, c'était redistribuer les flux.
il y a 3-4 ans, et notamment du fait des travaux de Thomas Piketty et d'une école qui s'est intéressée non pas au flux mais au stock, évidemment poussée par le fait que le capital a pris beaucoup plus de valeur que le revenu du salaire au cours des années, des dernières 20 dernières années, l'attention a complètement changé de sujet. Et les économistes se sont beaucoup moins intéressés au sujet de redistribution fiscale des revenus, et ils s'intéressent maintenant à la redistribution des patrimoines. Et comme ce sont des macroéconomistes, ils ne font pas la différence entre les différents éléments qui constituent le patrimoine d'une famille. Parce que quand il s'agit d'immobilier, quand il s'agit d'œuvres d'art, quand il s'agit d'actifs fongibles comme des actions, ce n'est pas du tout la même chose qu'une entreprise. Une entreprise, c'est une sorte d'actif différent. Pourquoi ? Parce que cet actif, l'entreprise familiale, il fait partie du patrimoine d'une famille, mais aussi du patrimoine national. Donc, quand on lui applique des règles égalitaires, et on voit bien que notre opinion publique en France, elle est extrêmement sensible à ce sujet de la redistribution des patrimoines, on arrive à des situations totalement absurdes. Et donc, vous avez le rapport Blanchard. Blanchard, c'est un économiste qui n'est pas considéré comme un économiste de gauche. C'est un économiste qui, au sein de l'OCDE, dirigeait tous les services économiques. Bon, il fait un rapport, les services économiques du FMI. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il faut supprimer les pactes du trade parce que c'est un élément de la reproduction de l'inégalité des patrimoines. Mais il ne regarde pas ce qui se passe derrière. Après, vous avez un rapport du CAE, du Conseil d'analyse économique, qui est placé auprès du Premier ministre. Le Premier ministre de l'époque, c'était un Premier ministre macronien, donc aucune raison d'imaginer qu'il veuille remettre en cause ce dispositif. Ce rapport dit exactement la même chose. Bon, donc on a les macroéconomistes. Après, on a les médias. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission de Madame Lucet, mais c'est très intéressant de voir comment les médias sensation, qui cherchent non pas à parler à la raison des gens, mais à leur émotion. C'est vraiment un élément très différent, parler à la raison et parler à l'émotion. Aujourd'hui, en France, vous avez 2/3 du discours politique qui essaye essentiellement de susciter des émotions. Donc, cette émission, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit 2 choses. Elle dit, 1, le gouvernement nous ment, parce qu'il ne donne pas le coût réel des pactes du trade dans la loi de finances. Parce que chaque année, c'est 500 millions d'euros. Alors, évidemment, l'administration ne se donne pas la peine de chiffrer le coût budgétaire de cette disposition, parce que le bienfait de cette disposition, il se mesure sur 10, 20, 30, 40 ans. Si vos belles entreprises, elles étaient parties entre les mains de Canadiens, de Japonais, d'Américains, d'Allemands, comme je le voyais lorsque j'ai fait un tour de France dans les années 2000, c'est des chefs d'entreprise qui me disaient je vends un étranger, il n'y a pas de Français pour racheter mon entreprise. Donc c'est du patrimoine qui s'en allait. Bon, cette vision de ce qu'apporte une entreprise familiale sur la durée, elle n'est pas mesurée. Et Philippe Dornano disait à très juste titre, il y a beaucoup de travaux de macroéconomie sur ce sujet-là, mais il y a très peu de données scientifiques sur le bienfait des entreprises familiales. Elles sont sous le radar, elles ne sont pas étudiées. Et comme elles ne sont pas étudiées, vous êtes dans une émission grand public et vous voulez faire un coup, vous dites n'importe quoi. Vous dites des choses qui vont faire plaisir à l'auditeur assis devant son téléviseur et à qui on explique que c'est scandaleux parce qu'en France, il y a des familles très très riches alors qu'il y a des gens qui sont dans la plus grande pauvreté. Donc c'est facile de faire bouger ce ressort de l'égalitarisme en France. Pardon, j'ouvre une parenthèse. Quand vous avez créé le pacte du trait, vous êtes heurté comme ça déjà à des résistances. On vous a dit, écoutez, oui, d'abord, à l'époque, je voulais aussi réformer l'ISF, donc c'était quand même pas facile. Et donc, je vais voir le président de la République, Jacques Chirac, et je lui dis, voilà, ce que j'aimerais bien faire, c'est cet abattement de 75% pour la transmission d'entreprise et cet abattement de 75% pour l'assiette économique de l'ISF. Et ces idées ne venaient pas de moi, moi j'étais totalement incompétent, donc évidemment j'étais allé chercher ces bonnes idées chez les gens qui savaient, et notamment Yvon Gattaz, Bernard Monassier, un notaire qui connaissait très bien ce sujet-là, et qui m'ont énormément aidé et qui m'ont convaincu de faire ça. Et Chirac me dit, alors surtout ne parle pas de l'ISF, fais tout ce que tu veux, mais ne parle jamais de l'ISF.
Alors je lui dis, on va faire une loi sur les PME, parce que les gens, ils aiment bien les PME, les petites et moyennes entreprises. Ça, c'est sympathique, c'est populaire. Alors, on a contourné l'obstacle politique, hein, qui consistait à s'attaquer une nouvelle fois à la réforme de l'ISF, qui avait fait tomber quand même quelques gouvernements, en disant, on va faire une réforme des PME. Et c'est comme ça que c'est passé dans l'opinion publique. Alors, la loi, elle a été examinée pendant à peu près 2 mois au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, et j'avais à peu près une vingtaine de députés dans l'hémicycle. Puis le jour où l'article sur l'ISF est arrivé en débat, là, il y avait, je sais pas, 360 députés qui étaient là. Il y avait toutes les sommités de l'époque. Donc c'est vrai que c'était un sujet extrêmement épineux, mais on l'a contourné parce que je me suis dit qu'en parlant des PME, on allait retrouver en fait un assentiment populaire. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Parce qu'il ne faut pas faire de ce dispositif un dispositif de catimini qu'on met de côté, qu'on cache, voilà, et qui est l'objet d'un privilégié. Parce que ça n'est pas son essence. Son essence, c'est l'intérêt commun. Pays, on a intérêt en France à avoir de belles ETI. Vous avez raison. Et donc, c'est l'intérêt de tous. Et alors aujourd'hui, pour faire alors aujourd'hui, il y a une troisième attaque. Et là, c'est presque un scoop que je vous donne, puisqu'il y a 15 jours, j'ai reçu un email d'un conseiller référendaire de la Cour des comptes qui me dit « on voudrait vous voir ». Et donc, je suis allé les voir, ils étaient 3, et ils m'ont dit la Cour des comptes va faire un rapport sur les pactes Dutreil. C'est généralement, c'est pas très bon signe. Non, ça sent, quand la Cour des comptes s'intéresse à un sujet, c'est généralement pour aller trouver de l'argent pour le budget. Et donc, je leur ai expliqué à quel point c'était important, non pas de parler de ce sujet fiscal, mais de regarder le rôle des entreprises familiales dans notre économie, sur les territoires, sur l'innovation, sur la création de valeur, etc. Et puis, à un moment donné, ils m'ont dit « oui, mais c'est injuste, etc. » Enfin, ils m'ont resservi la doctrine habituelle. Et ils m'ont fait part des pistes de réflexion qu'ils ont, qui sont très dangereuses. Vous voyez, parce qu'ils m'ont dit, par exemple, ce serait bien qu'on réduise les pactes Dutreil à l'industrie. Ah oui. Alors, là aussi, ça montre à quel point les gens aujourd'hui ont une vision déformée de ce qu'est une économie moderne. Binaire, totalement. On ne peut pas dire l'industrie, c'est bien, on va la protéger. Et puis de l'autre, le secteur des services, le tertiaire, ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc on va taxer, il n'y aura plus d'entreprises familiales. Il lève les yeux aussi. Parce que d'abord, vous avez beaucoup d'ETI qui sont à la fois industriels et dans le service, qui sont les deux. Vous avez 30% du chiffre d'affaires qui est industriel, vous avez le reste ou vice-versa. Donc, là aussi, les esprits sont biaisés. Et donc, nous sommes à un moment extrêmement dangereux où ce dispositif est très menacé. Et donc, il faut réfléchir aux moyens de le protéger. C'est quoi réfléchir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en sorte que le pacte Dutreil ait au moins encore 20 années devant nous, sinon plus, bien sûr. Est-ce qu'il faut faire davantage de pédagogie? Est-ce qu'il faut chiffrer quelque part le coût, le bénéfice, etc. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui manque à votre pacte Dutreil? Il faut parler des entreprises familiales. Oui. Parce que quels sont les différents modes de détention du capital? Ça peut être la bourse, ça peut être l'État qui est propriétaire d'une entreprise, peut-être des fondations, peut-être des fonds d'investissement. Bon. Qu'est-ce qui distingue les entreprises familiales? C'est une dimension dans le temps, une dimension dans l'espace. Dans le temps, et ça a été dit à de nombreuses reprises, ce sont des entreprises qui ont la capacité à voir loin et à construire pour la durée. Et ça, c'est pas toujours facile dans les entreprises d'aujourd'hui. Moi, je suis investisseur, donc à travers un fonds d'investissement dans des entreprises, j'essaye évidemment d'avoir une vision la plus longue possible, mais au-delà de 10 ans, je ne sais pas faire. Parce qu'au-delà de 10 ans, je dois restituer une plus-value à mes investisseurs. Or, ces entreprises familiales, elles ont la capacité à se projeter dans cette durée beaucoup plus longue que 5 à 10 ans, et qui est celle des grandes transitions de notre temps. La transition climatique, c'est une transition sur 100 ans. La transition éducative, c'est une transition qui est sur une génération, c'est-à-dire au moins une vingtaine d'années. Donc la capacité à s'inscrire dans des stratégies de long terme est essentielle et il faut absolument valoriser ça. Et ça, c'est vraiment un atout des entreprises familiales. Et puis il y a l'espace. Alors l'espace, je l'ai dit, elles ont des racines, ces entreprises. Or, les entreprises d'aujourd'hui, elles sont à roulettes. Vous pouvez les déplacer les actifs, déplacer les hommes, les femmes, déplacer les brevets. C'est très facile dans le monde d'aujourd'hui, qui est devenu très dématérialisé. Et donc, pour garder une entreprise dans un pays comme la France, qui a des coûts plus élevés que les autres pays, il faut des liens comme celui que peut représenter une famille. Une famille française qui est attachée à un territoire, qui a ses enfants à l'école du coin, etc.,
aucune raison de déménager l'entreprise à l'autre bout de la terre. Donc, faut pas hésiter à dramatiser quelque part en disant, voilà, si jamais il n'y a plus de pacte Dutreil, eh ben, des bonnes petites entreprises familiales qu'on a dans nos départements, eh ben, oui, elles vont dégager. Donc, moi, je souhaite qu'il y ait d'abord un travail scientifique qui soit fait avec des économistes professionnels sur les entreprises familiales, parce que ça n'est pas suffisamment fait aujourd'hui. Moi, j'étais très heureux de participer à l'étude de KPMG, très bonne étude. Vous voyez, des chiffres très simples, 52% des entreprises de taille intermédiaire ont un capital familial majoritaire et puis 17% ont un actionnaire minoritaire qui est une famille. Donc ça veut dire que les 2/3 de nos ETI en France, elles sont liées à une famille. Bon, ben ça c'est un chiffre intéressant. Donc il faut de la science, il faut étudier, il faut mesurer sur la durée les bienfaits que par capillarité les entreprises familiales peuvent apporter à notre pays. Et ça, c'est insuffisamment su. Et puis, il faut, en fait, ce que Caroline fait, c'est-à-dire aller parler sur des radios, etc. Voilà. Et c'est formidable d'avoir des témoignages. Pas le mien, moi, si vous voulez. Moi, je ne suis pas un entrepreneur, donc je suis beaucoup moins crédible. Que Émilie ou Caroline. C'est en fait ça qu'il faut entendre aujourd'hui. C'est des histoires vraies. Des histoires vraies. Malgré tout, ce pacte, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Je ne dis pas qu'il est imparfait, mais nécessairement, il y a toujours des imperfections. Et on en reparlera tout à l'heure avec Vincent Berger de KPMG, qui nous dira comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous proposeriez, vous, Renaud Dutreil? D'abord, moi, je proposerais qu'il n'y ait pas d'impôt du tout. Donc, c'est-à-dire qu'on passerait, qu'on passerait de 75 à 100%? Oui, alors pourquoi on s'est arrêté à 75%? Parce que le Conseil constitutionnel bloque à 75% au nom de l'égalité entre les citoyens. C'est une sorte de barrière très difficile à franchir. Donc on a beaucoup de mal à dire on va baisser de 90% par exemple. Non, ça s'arrête à 75%, on ne sait pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Donc moi je pense qu'on devrait supprimer cet impôt. Parce que les bons impôts sont des impôts avec des assiettes très très larges, des taux faibles et une grande régularité dans le temps. Et là c'est tout l'inverse. On a un taux énorme, 45%, qui est confiscatoire. Cet impôt s'applique une fois tous les 30 à 40 ans dans la vie d'une entreprise. Donc c'est un choc d'une brutalité inouïe. Et il est extrêmement déstabilisant pour ce tissu humain qu'est une entreprise. Donc c'est le pire des impôts, il faudrait le supprimer. C'est la première chose. Alors on sait que c'est compliqué, mais si on devait améliorer les pactes, d'abord, première chose que moi je ferais, c'est de ne pas imposer qu'un membre de la famille soit un dirigeant opérationnel. Ça, je pense que c'est une erreur que j'ai faite, c'était de vouloir qu'un membre de la famille soit un manager. Parfois, c'est très bien, et Dieu merci, il y a beaucoup de familles dans lesquelles il y a d'excellents managers. Mais parfois, vous avez des familles dans lesquelles les enfants n'ont aucune envie d'être managers. Et pour autant, ce rôle dans la gouvernance de la famille, il est essentiel. C'est-à-dire que assimiler le rôle d'une famille au management est une erreur de conception de ce que c'est qu'une entreprise familiale. En fait, il faut distinguer la gouvernance familiale et le management opérationnel. Et on peut très bien avoir donc deux rôles, l'un tenu par la famille qui va maintenir les valeurs, qui va avoir cette vision du long terme, qui va souvent d'ailleurs mettre en place une stratégie extra-financière qui est intéressante aujourd'hui en termes d'investissement socialement responsable. Donc la famille va jouer son rôle en termes de gouvernance familiale, et puis à côté, vous avez un manager. Si le manager, c'est un membre de la famille, tant mieux, ça veut dire que la famille, elle a du bol, elle a la chance d'avoir un bon manager à bord. Mais ce n'est pas le cas général. Donc je pense qu'il faut supprimer cette condition qui est extrêmement limitative. D'ailleurs, en Italie, ils ont très bien organisé leur tissu d'entreprises de taille intermédiaire avec une gouvernance qui est un peu différente des conseils d'administration qu'on connaît et qui s'occupent du business. Il y a une gouvernance où là on voit loin, on réfléchit. Souvent il y a des membres d'ailleurs d'autres familles qui siègent au conseil d'administration. Donc il y a une vraie compréhension de ce que peut apporter une famille. Ça c'est une première piste d'amélioration. Et la deuxième piste d'amélioration, c'est de stabiliser ce système. L'autre jour, un avocat me disait: c'est moins risqué aujourd'hui de monter un dossier d'exit tax qu'un dossier de pacte Dutreil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voulez quitter la France, bon, vous avez fait un chèque sur les plus-values latentes de votre entreprise, mais c'est très simple. L'administration vous reçoit poliment, elle vous dit très bien, monsieur, et c'est fait en 3 semaines.
Et il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'incertitude. Vous faites votre départ et c'est simple. Vous faites aujourd'hui un pacte Dutreil, alors ça fait le bonheur des avocats et des notaires et des fiscalistes, mais c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a de l'incertitude. La notion de holding animatrice, c'est une sorte de boîte noire dans laquelle on ne sait pas très bien ce qu'il y a. Et l'administration, évidemment, profite de cette zone de flou pour créer du risque. Pourquoi elle crée du risque? Parce qu'elle préfère qu'il y ait le moins possible de pactes. Alors, vous avez d'ailleurs une solution qui est peu utilisée, mais qui est très bien, c'est le rescrit fiscal. Moi, je pousse beaucoup d'entrepreneurs à demander à l'administration, via une demande de rescrit, eh bien, de valider un pacte qui pourrait éventuellement être litigieux ou contesté. Ça peut fonctionner, mais c'est un vrai risque aussi parce que l'administration, via le rescrit, a tendance à être extrêmement conservatrice et à interpréter de façon négative le dispositif. Donc il faut créer de la stabilité, de la simplicité, de la lisibilité et qu'on ne remette pas en cause tous les 5 ans un dispositif qui est aussi vital pour notre tissu d'entreprise. Bon, on espère que votre message sera entendu, écouté par les gouvernements en place ou les éventuels futurs gouvernements. Voilà, on ne va pas évidemment se projeter sur ce qui va se passer en juillet, bien entendu. Merci beaucoup Renaud Dutreil, merci d'être venu avec nous.